Bienvenue au podcast sur la piste du crime. On n'est pas des avocats, ni des experts en crime. On est juste un couple qui aime se raconter des histoires. Dans notre podcast, il va y avoir des sujets difficiles à entendre. Trigger warning pour les gens sensibles. Mais si t'es sensible, qu'est-ce que tu fais à écouter du true crime? Parfois, il va y avoir du sacrage. Parce qu'un violeur, c'est pas juste une marde. C'est une estie de marde. Puis on va pas se le cacher. Un tabarnak bien placé, c'est drôle en crise. Puis si t'aimes pas ça, je m'en calisse. René, t'es pas fin. Pourquoi je suis pas fin? Pourquoi tu dis ça? Parce que j'ai dit que j'étais pas prête. Puis t'as commencé le podcast pareil. Ouais, mais il y a toute l'intro. T'as comme un bon 30-40 secondes là, à te préparer. Ben, je suis pas prête. Tu m'as dit que ton cas était un des pires. Ben, pas nécessairement un des pires, mais il y a juste comme, je pense qu'il y a un nombre record de attache-ta de sucre dedans. T'as dit qu'il y en avait 4. Je pense. Me semble 4, oui. On peut les compter à mesure que j'ai dit, là, mais Man. ouais, il y a beaucoup de revirements. OK. T'as-tu des shout-outs à faire? Non? Peut-être? Ben, on Oh. a une grosse nouvelle. Ah oui, mais tu sais quoi, je vais le dire. J'ai planifié de le dire. OK. OK? OK, ben, je vais faire mes shout-outs d'abord. Fais tes shout-outs. Je fais un shout-out à Carmen qui vient de nous découvrir et qui écoute nos épisodes en rafale. Elle dit « C'est rendu à l'épisode 7 que je catch que, sans trop comprendre pourquoi, j'ai l'impression que des Franco-Ontariens parlent avec un petit quelque chose de chez nous. » Est-ce qu'elle vient du Saguenay? Ben, tu sais quoi, moi, j'y ai répondu dans Messenger. J'y ai dit, moi, quand je vivais à Gatineau, je me faisais souvent dire que je sonnais comme que je venais du lac. Oui. Puis j'ai dit, ben pas moi, mais mes arrière-grands-parents viennent du lac, puis ça a l'air que l'accent n'a pas bien changé dans le dernier 100 ans. là. Non. Moi, c'est encore plus proche. Moi, c'est pas mes arrières. Ouais, tout ta mère est née là. Oui. Comment ils appellent ça? Saglac? Saglac? Quelque chose de même. Le Saglac. Oui. Il y a un shout-out à Du bruit à mes oreilles, qui, j'imagine, c'est un Oui. podcast. Oui. Il dit, je voulais juste vous dire que j'adore votre podcast. Ça va faire environ 1 mois que j'ai commencé à les écouter. Il me reste déjà seulement 6 épisodes. J'ai écouté un épisode. Ah oui? Oui. Ah, oui, j'aimerais ça avoir le temps. Ben, moi, j'ai le temps quand je voyage. Quand je vais à l'école. C'est vrai, avant ça, Quand je reviens. à ma job précédente, j'avais le temps pendant que je travaillais, mais là, plus le temps de faire ça. Et puis, évidemment, le gros shout-out, la grosse nouvelle. Un immense shout-out à Simon Predge de Ars Moriendi. Ou Ars. Comment tu dis ça, toi? Ars? Ben, moi, je dis Ars, là, mais ouais. Ars Moriendi. OK. Parce que Simon nous a invités à faire sa première partie pour 2 shows en Oui! Abitibi. Yes! Au Petit Théâtre de Rouyn-Noranda, le 17 avril 2026, et au Théâtre Liliane Perrault de Lassar, le 18 avril 2026. Oui. Les billets sont en vente dès maintenant. Puis vous pouvez trouver les liens à la billetterie sur la page Facebook ou le site web de Ars Moriendi. Puis nous autres, aussi, on a mis des liens. Là, mais... Oui, tellement excitée. Sais-tu qu'est-ce Très nerveuse. Ouais, Mireille a jamais vraiment fait de la scène avant. Là. Non. Moi, ça m'énerve pas pantoute. Là. Ah, je sais, mais... Ben, comme je viens juste de faire un spectacle de 2 heures la semaine passée avec c'était ma tellement bande. le fun. C'était un bon show. Oui. Mm-hmm. On a fait toutes sortes de hits des années 80. Là. 80-90, là. C'est comme Material Girl de Madonna, version rock. Oui. Version rock de Take On Me. Version rock de quoi d'autre? 99 Red Balloons. Ça, c'était bon. Oui. Footloose. On a même gonflé, tu sais, pas 90 ballons, mais on a gonflé Pas mal. une quarantaine à peu près. Ils ont lancé dans la foule. Oui. Des grosses aussi. Uh-huh. Oh, il y en avait bien plus que 40. Ben, c'est à cause j'ai les ai gonflés, il y en avait 40. Ah! Mon Dieu, il avait l'air comme si il y en avait partout. Oui, c'était vraiment le fun. Moi, ça m'excite parce que ça fait longtemps qu'on planifie un live comme ici à Capsicum le 2 mai 2026, puis on se disait ça va être notre premier live, puis finalement, ben Simon, il vient nous scraper le fatal à ta tapouette, puis finalement, Oui. notre premier live va être 2 semaines avant ça, en Abitibi. Ouais. C'est stressant. Moi, j'ai hâte d'y aller parce que toute la famille à mon père vient de La Sarre.
Je vais peut-être rencontrer des Richards là-bas qui me... Peut-être. Pas qu'ils me connaissent, parce que moi, je les connais pas, mais qui connaissent soit La mon famille. père ou mes oncles, mes tantes. Oui. C'est intéressant. Il va peut-être avoir quelqu'un dans la foule. Ben, j'espère. J'ai hâte de rencontrer le monde, puis jaser. Uh-huh. Fait que comme j'ai dit, nous autres, le live, c'est le 2 mai 2026, ici à Kapuskasing, au Centre des loisirs. Les billets sont en vente. Tu peux aller voir notre page Facebook pour un lien à la billetterie. Je vous dis que le 2 mai, il n'y aura probablement pas de neige. Vous pouvez conduire jusqu'ici. Tapez-vous un 10-12 heures de route, c'est pas grave. Ben là. oui, rien là. On l'a fait. Fait que c'est ça, ça finit les shout-outs. Oui. René? Oui, Mireille? C'était calme. C'est pas fin, ça. Oh, ça va venir se me regarder en plus. Où est-ce que la piste nous mène aujourd'hui? Aujourd'hui, Mireille, je t'emmène dans la petite ville de Kipling, en Saskatchewan. Là où les vaches et les bœufs sont plus nombreux que les gens. Ouais. La petite entend ses pas. Elle sait quand c'est ses pas, comparé aux pas de sa mère ou de ses sœurs. Leurs pas, eux autres, sont plus vite et moins pesants. Puis eux autres, ben, ils continuent jusqu'à la toilette, sans arrêter devant sa chambre. Mais lui, il arrête drette là. Il attend quelques secondes, il ouvre sa porte silencieusement et la referme doucement derrière lui. La petite est habituée. Ça lui prend exactement 5 pas pour se rendre au bord de son lit. Si elle concentre assez fort pour compter les pas, elle remarque à peu près pas le picotement sur son bras. Puis ensuite, elle perd un peu perception du temps, comme si elle était dans un tunnel à côté de son corps, en train de se regarder. Qu'est-ce que t'es en train de me dire? Mes J'aime pas sources ça. pour le cas d'aujourd'hui. Il suck! C'est un épisode de Forensic Files disponible sur YouTube. Des articles du journal The Leader Post, qui est un journal de Regina, en Saskatchewan. Et puis le livre Canadian True Crime. Partie 1. Trick or Treat. Candy, c'est une jeune femme qui travaille dans une station de service à Kipling. Puis, je te le dis tout de suite, Candy, c'est pas d'elle que je parlais dans l'intro. OK. Son nom est approprié parce que mon histoire commence le 31 octobre 1992, le soir d'Halloween. Candy, c'est une jeune blonde, au sourire toujours aimable. Mais il paraît qu'elle pourrait faire fondre la première neige d'hiver avec son tempérament explosif. Candy est maline, et très maline. Puis pour nos auditeurs français, là, malin ici au Canada, ça veut dire quelqu'un qui choque rapidement. Ah. En France, ça veut dire autre chose. Elle aurait même déjà donné un coup de poing sur le nez à son chum pendant une chicane. Oh, OK. Bon, oui, tasse-toi de là, Candy s'en vient. OK, fait que c'est le 31 octobre 92. Candy est au travail dans une station de service. C'est drôle. 31 octobre, c'est Halloween. Elle s'appelle Candy. Ben, s'appelle- c'est Candice, mais tout le monde l'appelle Candy. Ah, OK. Ouais. Une couple de jeunes déguisés entre. Trick or treat. Ben, c'est Halloween, ben oui. Candy dit aux enfants, c'est une station de service ici, c'est pas une maison. Mais un dinosaure affamé répond qu'il y en a en masse des bonbons ici dans la station de service. Candy, toujours souriante, plonge sa main dans les barres de chocolat et en donne une coupe aux enfants. Sûrement, il va falloir qu'elle déduise ça de son salaire plus tard, mais bof. Ça lui a remonté le moral de voir les enfants contents, puis ça, ben, ça n'a pas de prix. Candy est un peu déprimée parce que ça va pas trop bien dans sa vie. À 22 ans, elle est une mère célibataire, pas tout à fait ce qu'elle envisageait pour elle-même. Elle pense à son chum Danny, ça fait environ 1 an qu'elle est avec lui. Mais Danny, c'est pas le père de sa petite, non. Le père biologique s'est sauvé aussitôt que Candy lui avait annoncé qu'elle était enceinte. Oh. En d'autres mots, le père de sa petite, c'est un asti de loser. Candy avait rencontré Danny une couple de mois après la naissance de sa fille Jade. Danny était charmant, plus que tous les autres gars que Candy avait fréquentés auparavant. Tu sais, après sa grossesse, elle se sentait plus aussi belle, elle n'aimait pas ce qu'elle voyait dans le miroir, mais à travers le regard de Danny, elle se sentait belle, appréciée et désirée. Danny était bon avec la petite Jade aussi. Et là, elle avait quasiment 1 an. Candy, elle vivait sur un nuage, sa vie allait finalement bien. Mais aujourd'hui, le 31 octobre 1992, elle pouvait classer Danny dans la catégorie de grosse marde. Ah, non. Apparemment, Danny, il n'y avait pas la même définition de juste toi, pour toujours, Oh. et la seule que Candy. Une couple des amis à Candy avait vu Danny faire des beaux yeux et même être un peu trop proche des autres femmes.
Ça l'avait blessé Candy, mais elle avait toujours réussi à excuser son comportement. Tu sais, là, ah ben, des gars, c'est comme ça, les hommes, hein. Mais là, Danny avait été trop loin. Il s'est fait pogner à aller sur une date avec une autre femme. Oh boy, OK, ouais. On les a vus ensemble au restaurant, en train de rire et en train de flirter. Au téléphone avec Danny, Candy est en beau Chris. Elle crie puis elle traite Danny de tous les noms possibles. Je l'ai dit au début, hein, sa colère, elle peut faire fondre la neige. Mais ici, Candy a raison. Danny mérite tout ce qu'elle lui dit. Candy est aussitôt choquée après Danny qu'après elle-même. Pourquoi qu'elle attire toujours des estis de losers comme ça? Danny, lui, il tente de se justifier, comme tout bon menteur. Il dit à Candy qu'il va passer par la station de service pour jaser. De justifier. Ouais. Danny arrive, puis les deux, ils chicanent pour environ une demi-heure. Tu sais, le temps que Danny dise des niaiseries comme « Laisse-moi un peu de liberté, j'ai besoin du temps pour moi-même, puis c'est pas toi, c'est moi. » Candy est enragée bien noire. Elle a l'impression que son ventre est en feu. Ses larmes ont toutes défait son maquillage. Les traces noires de mascara coulent sur son visage. Elle n'arrive pas à avoir une pensée claire. Danny, mais il est tombé amoureux d'une autre femme. À son énorme colère s'ajoute la déception et surtout les doutes sur elle-même. Peut-être que c'est de sa faute, elle se dit. Peut-être que je suis plus assez belle. Mais malgré tout ça, Danny, ça ne sera pas la victime dans mon histoire. Il part de la station de service, blessant Candy triste et seule. Candy faisait garder sa petite fille Jade chez ses parents pendant son travail. Mais là, elle ne peut pas retourner chez eux comme ça, toute bouleversée. Elle se dit qu'elle ne pourra pas prendre soin de Jade dans son état actuel. Fait qu'au lieu de rentrer chez elle, Candy décide de se rendre à Kipling Memorial Union Hospital pour voir son amie Marie qui est infirmière là. Marie, peut-être qu'elle pourrait l'aider, soit en parlant ou peut-être même en lui donnant un calmant. Partie 2. Un mauvais rêve. Candy arrive à l'hôpital de Kipling. La réceptionniste a souvent vu des gens blessés et en détresse rentrer à l'hôpital. Mais la jeune Candy devant elle la touche particulièrement. Elle semble avoir des beaux cheveux, mais à soir est toute échevelée. Ses yeux bruns aussi doivent être très attirants en temps normal, mais là sont tous rouges et gonflés, pleins de larmes. Son visage est barbouillé par le maquillage qui a coulé. La réceptionniste est désolée de la voir et encore plus désolée de lui annoncer que son amie Marie ne travaille pas à soir. Oh non. Au lieu, elle propose à Candy de voir le docteur qui fait la garde pendant la nuit. Candy accepte. Elle connaît bien le docteur. C'est lui, John Schneeberger, qui l'avait accompagné pendant sa grossesse et l'accouchement de sa petite Jade presque 1 an auparavant. Le docteur Schneeberger, c'est un homme très respecté dans la petite ville de 1000 habitants. Il est grand, au milieu de sa trentaine, ça a l'air que c'est un beau bonhomme aussi. Quand il entre dans une pièce, sa présence occupe tout l'espace. John Schneeberger vient de la Zambie, en Afrique. Puis là, vous avez probablement imaginé peut-être un docteur noir, mais non, docteur Schneeberger, il a des racines européennes. OK. C'est un blanc d'Afrique du Sud. Fait qu'il est né en Zambie, puis ensuite, il a étudié dans les meilleures universités d'Afrique du Sud. Puis après ça, il est venu s'installer à Kipling, où il a immédiatement trouvé un emploi à l'hôpital de Kipling. John il est très impliqué dans la communauté aussi. Par exemple, il a aidé à mettre en place un fonds pour financer une nouvelle piscine communautaire à Kipling. Fait grosso modo, John Schneeberger, c'est une rockstar à Kipling. Oh, OK. Puis ça finit pas là. Bon. Les femmes aussi apprécient beaucoup le docteur Schneeberger. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un beau bonhomme. On le trouve pas mal cute. Mais hélas, mesdames, son cœur est déjà pris. L'heureuse s'appelle Lisa Dillman. Et depuis l'année d'avant, donc en 1991, elle est l'épouse la plus enviée de Kipling. Misère, OK. Mm-hmm. Excusez. Lisa aussi, c'est une femme séduisante et aimable, puis mère de 2 enfants d'un mariage précédent. OK, fait que Candy est soulagée de voir le docteur Schneeberger entrer dans la chambre. Elle sait qu'elle a la mine basse et qu'elle paraît très mal. Elle avait vu son visage tout barbouillé dans le miroir de la chambre en attendant le docteur. Mais John, lui, aimable et charmant comme d'habitude, ne laisse rien paraître. Il demande à Candy de lui raconter qu'est-ce qui était arrivé. Candy commence et ses yeux se remplissent de larmes encore et encore. Elle dit au docteur Schneeberger qu'elle est tellement choquée contre Danny qu'elle voulait le tuer.
Oh. Uh-oh. Elle dit, ben tu sais, je vais pas vraiment le tuer si je faisais juste décrire comment choqué que j'étais. Tu sais. Ouais. C'est une façon de parler. John continue d'écouter et ne l'interrompt pas. Il hoche la tête de temps en temps pour montrer qu'il écoute. Candy s'attend que le docteur lui prescrira quelques pilules, juste un petit quelque chose pour la calmer. Mhm. Je t'ai dit, elle vient choquer vite, elle vient enrager, elle Ouais. veut juste... Tu sais, elle s'en allait là pour voir son ami et qu'elle lui donne une pilule. Là, tu sais. Ouais. Quand Candy finit de raconter sa soirée au docteur, son regard change brusquement. Elle voit de l'inquiétude dans les yeux du docteur. Il prend son pouls et sa tension. Elle n'a pas de blessure physique. Tu sais, Danny ne l'a pas touché du tout. Danny, c'est une marde, mais c'est pas un batteur de femmes quand même. Là. Ouais. Le docteur Schneeberger décide de lui donner une injection pour normaliser son rythme cardiaque, pour que Candy se détende. Ah, ouais. Là, Candy, elle pense à sa petite Jade à la maison, puis elle demande au docteur, comme si une injection, c'est-tu vraiment nécessaire? C'est ça. Mais Schneeberger ne semble pas prêt à en discuter. Il revient quelques minutes plus tard, ferme la porte derrière lui et lui fait une injection au haut du bras. Candy veut lui demander quelle drogue il donne exactement, Ouais. mais elle n'a pas le temps de prononcer un seul mot. Sa tête tourne. Elle a l'impression d'être dans un tunnel à côté de son corps. Hein? Elle n'a plus aucun contrôle de ses muscles. Elle est comme un morceau de jello qui Oh. tombe sur le lit de sa chambre d'hôpital. Elle essaye de crier, mais rien sort. Ah! Ah! Candy a dit, tu sais, quand un dentiste te gèle et t'arrache une dent, tu sens pas la douleur, mais tu ressens la pression, tu ressens le mouvement. Ouais. C'est ça qu'elle ressent à l'intérieur d'elle. Oh. C'est la meilleure description qu'elle peut fournir. Quand Candy revient à ses sens, elle sait tout de suite que quelque chose n'est pas correct. Elle est toute seule dans la chambre d'hôpital, puis elle ne sait pas combien de temps s'est écoulé depuis qu'elle est arrivée. Elle suspecte de quoi, puis elle se met à fouiller dans un tiroir. Elle trouve des sacs de plastique, tu sais, comme des ziplocs médicales, I guess. Oui. Puis, instinctivement, elle met ses petites culottes, ses bobettes dans le sac et le scelle. Candy veut quitter l'hôpital et se rendre chez elle. Mais les infirmières jugent qu'elle est trop étourdie pour partir. Fait qu'elle passe la nuit à l'hôpital, ne disant à personne ce qu'elle soupçonne. Oh my God. Le lendemain matin, même si elle se sent encore faible et étourdie, Candy lève ses jambes et les place par terre en bas du lit. Et en même temps qu'elle tente de se lever, la porte de chambre s'ouvre. C'est le docteur Schneeberger qui lui dit bonjour et lui fait un grand sourire. Mais pour Candy, la journée commence pas bien pantoute. Elle n'a pas peur des confrontations, notre petite Candy. Puis elle tente de questionner le docteur. Elle dit « Quelle drogue tu m'as donnée hier soir? » Ouais. Schneeberger éclate de rire en entendant la question. Hein? Candy, elle rit pas pantoute. Ben non. Le docteur répond « Pourquoi? Ça t'a-tu donné des mauvais rêves? » What? Immédiatement, Candy sait qu'elle devra se battre très fort pour être crue. Oh Parce que my clairement, God. le docteur, d'après elle, est déjà en train de couvrir ses traces. Une fois sortie du lit, Candy se sent mieux et assez forte pour quitter l'hôpital. L'air frais de novembre dehors lui fait du bien. Elle se sent mieux avec chaque respire qu'elle prend. Candy essaye fort de se rappeler d'hier soir. Mais si elle a de la misère à rassembler des images dans sa tête, elle est certaine que quelque chose de grave lui est arrivé. Arrivée à la maison, ses parents l'accueillent avec soulagement. Ils étaient malades d'inquiétude, eux autres. Où est-ce que tu as passé la nuit, Candy? Ouais. Et là, les images sont très claires dans sa tête. Elle sait qu'est-ce qui est arrivé dans la chambre de l'hôpital hier soir. Tu sais, il y a les enfants qui passaient l'Halloween à la station de service. Ouais. Danny qui brise son cœur. Sa visite à l'hôpital de Kipling. Le docteur Schneeberger qui lui donne une injection. Ça revient tout dans sa mémoire. Il ne doit pas y avoir donné un calmant, mais plutôt quelque chose pour l'endormir. Les souvenirs le sont revenus. Candy a tout vu. Elle est restée à côté de son corps après la piqûre et a témoigné du spectacle cruel dans lequel elle jouait un rôle principal. Candy a dit à ses parents « Le docteur Schneeberger m'a violée. » Pendant qu'elle raconte, ses parents l'écoutent en silence. Ils croient à leur fille, puis ils sont déterminés de l'aider. Mais quand même, le docteur Schneeberger, vraiment, le médecin de la ville, le père de famille, qui s'implique de façon exemplaire dans la communauté, le docteur, qui est beau et charmant, d'une popularité sans limite, c'est-tu vrai? Aïe, aïe. Partie 3. Résultat négatif. Oh. Candy est confuse et fâchée. Elle appelle l'hôpital de Kipling et demande
où est-ce qu'elle peut avoir un test de viol, tu sais, un rape kit. Mhm. Puis elle est complètement surprise quand que Schneeberger la rappelle quelques minutes plus tard, disant que lui peut faire le test. Oh my God. Candy est pas folle, là, puis elle refuse de revoir le docteur Schneeberger. Fait qu'avec une amie, elle part pour Regina, qui est à environ 150 km à l'ouest. C'est la ville la plus proche où elle pourra se faire examiner. Elle peut pas quand même laisser son présumé agresseur faire le test, voyons donc. À l'hôpital de Regina, Candy demande pour un rape kit. Elle donne ses petites culottes comme preuve qu'elle avait intelligemment placées dans un sac de plastique le soir d'avant. Sur ces petites culottes, on retrouve des traces de sperme. Oh. Et sur ses jeans aussi. Puis, comme elle le soupçonnait, un prélèvement vaginal trouve également des traces de sperme. Candy n'a pas fait l'amour avec Danny depuis plusieurs semaines. C'est donc clair pour elle. Elle s'est faite violer à l'hôpital par le docteur Schneeberger. On prend des échantillons de sang à Candy aussi et on trouve des traces de la drogue Versed. Versed. Ouais. OK. C'est un agent pré-anesthésique à action rapide utilisé pour provoquer une sédation, réduire l'anxiété et entraîner une amnésie temporaire lors de procédures. Oh! Une amnésie temporaire. Ah ouais, c'est grave l'affaire. Hein? Holy shit. La police à Kipling connaît très bien le docteur Schneeberger. Pas à cause qu'il a un record, mais parce que, comme j'ai dit plusieurs fois, c'est un homme très respecté dans la communauté. Ah. Il est pratiquement intouchable. C'est le beau bonhomme, c'est le docteur de la petite ville. Les policiers sont très embêtés de le convoquer au poste. On doute des accusations de Candy. Hey. Plusieurs résidents de Kipling pensent que Candy ment, qu'elle a tout inventé ça par jalousie. D'autres croient que Candy, mère monoparentale, est amoureuse du docteur. Et encore d'autres croient que Candy est motivée par l'argent, qu'elle veut faire payer le docteur pour son silence. Mais quand même, la police fait son travail et donne suite aux accusations de Candy. Assis au poste, John Schneeberger est très calme, confiant, sûr de lui. Il assure les policiers que les accusations de Candy sont complètement infondées. Il dit que Candy s'était présentée à Kipling Memorial Union Hospital pendant la nuit dans un état inquiétant. Elle pleurait beaucoup et ne contrôlait pas sa colère. Il avait donc décidé de lui administrer du Versed. C'est un médicament à effet calmant, il dit, mais qui est souvent accompagné d'hallucinations. L'agression sexuelle est donc purement imaginaire. Certainement un effet secondaire du Versed, d'après le docteur. En plus, il y avait 2 infirmières là avec lui à l'hôpital. Sûrement, elles auraient remarqué de quoi s'il avait réellement violé Candy. Et pourquoi en plus que Candy aurait parti sans rien dire? Ça fait aucun sens d'après lui. Mais là, il y a un petit problème quand même, parce que le rape kit à Candy prouve qu'elle a été violée. Exactement. Mais par qui? John Schneeberger accepte sans hésitation de fournir un échantillon de sang pour un test d'ADN. Il dit « Je vais vous en fournir un aussitôt que je retourne à l'hôpital ». Il veut en aucun cas mettre sa réputation en danger en refusant un test. Puis, effectivement, les résultats révèlent que l'échantillon fourni par Schneeberger ne correspond pas au sperme retrouvé sur Candy. Donc, la police élimine John Schneeberger comme suspect. Mais son échantillon à l'hôpital, il peut prendre n'importe quoi, lui, là. L'ADN, ça se trompe pas d'après la police. Ben oui, mais ça veut-tu dire que c'est le sien? No! Dans une petite ville comme Kipling, les nouvelles se répandent à 100 000 à l'heure. La population est indignée par les accusations de Candy contre le pauvre docteur Schneeberger. Tout le monde, incluant même les policiers, le supporte. Lisa, l'épouse du docteur, l'accompagne partout. Elle dit que Candy l'a accusé par jalousie. Jalousie de quoi? Parce que le docteur, c'est un beau bonhomme. Puis il est envié par tout le monde. C'est un nouvel arrivant en ville, il est éduqué, il a une bonne job, tout le monde court après lui. T'sais. Elle dit que Candy, c'est pas la première jeune femme qui est jalouse d'elle, qui est attirée à son beau mari de docteur. Mais c'est la première qui tente de détruire sa famille parfaite. Thank God. Toute la ville pense que Candy est folle. Une jeune femme monoparentale complètement désespérée qui en veut à un beau docteur charmant et apprécié de tous. Candy, parfois, elle se doute d'elle-même. Est-ce qu'elle a fait une erreur? Non, elle se rassure. Elle dit « Ça faisait des semaines que j'avais pas couché avec Danny. C'est impossible. » Elle se dit « Il faut que ça soit le sperme du docteur Schneeberger. » Elle questionne le test d'ADN et l'échantillon du docteur. Peut-être même, elle se dit
que tout le personnel de l'hôpital de Kipling participe au cover-up et aide le docteur à couvrir ses traces. Mais le temps passe. Candy célèbre la fête de 1 an à sa fille Jade. Elle n'abandonne pas. Elle dit « Je suis pas folle, je sais qu'est-ce qui m'est arrivé. » Candy, elle se débat sans cesse et harcèle la police pour un deuxième test. Elle insiste que sûrement quelqu'un en quelque part a falsifié le test d'ADN du docteur. Ouais, ça pourrait. En août 1993, 10 mois après son agression, la police accepte finalement de refaire le test pour satisfaire Candy. Parce que, si tu te rappelles de mon choix de mots tantôt, Mireille, j'ai dit que le docteur Schneeberger allait fournir un échantillon de sang quand il retournait à l'hôpital. Yep. En effet, aucun policier n'était présent pendant la prise de sang. Ouf! Pas fameux la police à Kipling, hein? Ça sent la police de North Bay. Fait que c'est pour ça un peu qu'ils acceptent d'en faire un deuxième test, comme ils ont fucké up le premier, là, tu sais. C'est ça. Fait que là, en présence d'un enquêteur, une infirmière prélève un deuxième échantillon de sang de Schneeberger. Et, quand les résultats reviennent, ça confirme bel et bien que l'ADN de Schneeberger ne correspond pas à celle retrouvée sur Candy. Hein? Les policiers ont vu de leurs propres yeux l'aiguille pénétrer dans le bras du docteur. Ils ont vu le sang être prélevé. Ils ont tout témoigné. La police s'excuse auprès du docteur. Ils se disent que Candy, c'est une crise de folle. Puis l'affaire est classée pour une deuxième fois. Schneeberger, c'est clairement pas le coupable. Là, tu fais une face de « je suis confuse pas mal », hein? Ben, je sais pas comme... C'est ça l'effet que je voulais avoir avec mon cas. OK, mais c'est à cause... Nevermind, je sais pas. J'essaie de figurer. Je veux le figurer avant toi. Puis c'était dans Forensic Files. Oui, il y a un C'était une bon... de tes sources dans Forensic Files. Ouais. Ça fait quelque chose là, avec les forensics. Ah, hey, t'es wise. Pour ça, je t'ai marié, parce que t'es intelligent. Hey. Partie 4. Du vieux sang. Oh! Candy n'en revient pas. Let's go. Comme sérieusement, what the fuck? Comment peut-elle avoir tort? Comment est-ce qu'elle pourrait se tromper? Elle est sûre d'elle-même et certaine à 100% que c'est le docteur Schneeberger qui l'a violée. Mais personne d'autre à Kipling la croit. Puis, sérieusement, tu sais, après 2 tests d'ADN négatifs, je les blâme pas non plus, là. Ben non. Tu sais, tu t'imagines une jeune femme en quelque part qui accuse un tel bonhomme là, en ville là, de l'avoir violé, puis ça fait 2 fois que la police dit « Ben non, on a testé le DNA, puis c'est pas lui, là. » Comme tout le monde la traite de folle. Ça fait 2 fois, ouais. Pauvre Candy, tu sais. Puis au début des années 90, ben, les tests d'ADN, c'est de la technologie de fine pointe. Ouais. Puis c'est supposé être parfait. Donc, comment est-ce que Candy pourrait avoir raison? Seulement ses parents la supportent et croient à son histoire. Candy, c'est une fonceuse, par exemple. Elle n'est pas découragée d'être seule dans son coin du ring. Elle continue d'essayer de faire avancer l'investigation, insistant très clairement que Schneeberger est son agresseur. Schneeberger, lui, se défend en disant que l'injection qu'il a donnée à Candy, le Versed, peut causer des hallucinations érotiques. Ouais, c'est ça que c'est écrit, là. Puis, tu sais, même si ça serait vrai, la drogue, elle peut quand même pas produire du sperme. Ben, c'est ça. Faut pas oublier que le rape kit prouve qu'elle a été violée. Mais là, avec aucune autre preuve dans l'affaire, en 1994, plus de 2 ans après l'agression, il n'y a plus rien à faire. La police ferme son investigation. Non. Ben. Candy, elle l'abandonne pas, par exemple. Je l'ai dit, elle est certaine à 100% d'elle-même. Ah ouais. Fait qu'elle décide d'embaucher un enquêteur privé, Larry O'Brien, pour l'aider avec son cas. Oh my gosh. Larry y croit à l'histoire de Candy. Ça ne serait pas la première fois, d'après Larry, qu'un homme de famille aux apparences parfaites aurait des squelettes dans le placard. Vraiment pire. Larry doute de l'analyse d'ADN par l'échantillon de sang de John Schneeberger. Ça veut rien dire d'après lui. Oh. Puis Okay. ils cherchent une façon d'obtenir un autre échantillon du docteur pour effectuer leur propre test d'ADN, que Candy, malheureusement, devra payer elle-même. Ah. L'enquêteur observe Schneeberger pendant quelques jours. Il saisit une opportunité d'entrer dans la voiture du docteur pendant qu'elle est stationnée à l'hôpital. C'est une petite ville, tu sais, probablement que les portes n'étaient pas verrouillées. Ça ne me surprendrait pas pantoute. Nous autres, on barre pratiquement jamais nos véhicules. Ouais. Non. Je devrais pas dire ça, mais... Fait que Larry trouve un peigne avec des cheveux et un tube de baume à lèvres dans la voiture du docteur. Les cheveux, malheureusement, ne sont pas utilisables parce qu'il n'y a pas de racine dessus. Ah, Ça prend la racine pour Ouais. avoir de l'ADN. c'est ça.
Mais le baume à lèvres, par exemple, ça fonctionne parce qu'il y a des cellules de tes lèvres dessus. On peut prélever l'ADN des cellules retrouvées sur le baume. Candy paye de sa propre poche pour qu'un laboratoire privé teste l'ADN retrouvé sur le baume à lèvres. Le laboratoire compare l'ADN de l'agresseur de Candy avec celle du docteur Schneeberger. Et là, Mireille, les résultats, qu'est-ce que tu penses? Positif. Bien, attache ta tuque, chérie, parce que l'ADN sur le baume à lèvres est bel et bien celui de l'agresseur de Candy. Candy a l'impression d'être dans une course où elle chute constamment juste avant la ligne d'arrivée. En théorie, c'est confirmé d'après elle que Schneeberger l'a violée. Oui. Tu sais, parce que le baume à lèvres dans son char, ça match qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans son rape kit. Oui. Mais les preuves qu'elle vient de découvrir sont inadmissibles en cours parce que ça provient de l'intrusion du véhicule du docteur par l'enquêteur privé. Et puis en cours, on dirait sûrement que quelqu'un autre que John aurait pu utiliser le baume à lèvres. Tabarouette. Tu me niaises, là. Comment prouver que l'ADN vient réellement de lui? Mais là, mais au moins, là, ils savent Ben, que c'est lui. Oui, techniquement, ils savent que c'est lui. Là. So, faut juste le pogner autrement, là. C'est ça. Fait que là, Candy, elle lâche pas. Non. Elle porte plainte devant le tribunal civil pour obtenir le retrait de la licence médicale du docteur Schneeberger. Tu te rappelles parce que son investigation de viol est déjà fermée. Fait qu'elle essaie d'aller au civil à la place. Oh my God. Au tribunal, Candy est présente et la femme du docteur, Lisa, est présente aussi. Candy a dit dans l'épisode de Forensic Files, Ouais. If looks could kill, I would be dead. Oh! Tu sais, si les regards pouvaient tuer, je serais morte. Ouais. Elle dit en référence aux yeux furieux que la femme du docteur, Lisa, lui fait. Boy. Lisa se dit, cette femme ne lâche pas de ruiner nos vies. Aïe, aïe. Puis Candy, elle, toujours fonceuse, elle se dit de Lisa, t'es tellement stupide. Man, no shit. Si tu fais pas attention, ça va arriver à tes enfants aussi. Ah, gross, hein? Grâce à la ténacité de Candy, le 20 novembre 1996, qui est maintenant 4 ans après son agression, John Schneeberger se retrouve à nouveau au poste de police pour un échantillon d'ADN. C'est la 3e fois pour cette investigation. C'est pratiquement du harcèlement d'après lui. Oh, excusez. Cette fois-là, il y a une caméra. La procédure est filmée. Puis on en voit des parties dans l'épisode de Forensic Files. Ah, ouais, cool. Quand l'infirmière veut lui prendre un échantillon de sang sur les doigts, le docteur répond en souriant qu'il préférerait qu'elle en prenne de son bras au lieu. Il risque d'avoir des hématomes sur mes mains, il dit. Oh, pauvre petit. Comme des bleus, là, ça ouais. va blouser. Là, tu sais. Excusez. Ouais, ça va faire Oh mal à my mes doigts. God. Il dit qu'il a Fait qu'elle besoin de dit ses non. mains pour travailler en tant que médecin. Oh, excusez. Puis c'est un test volontaire après tout, fait qu'on peut pas vraiment le forcer le docteur à faire quoi que ce soit. Fait que l'infirmière a fait comme John demande, puis elle prend du sang de son bras gauche. Pareil comme le 2e test 2 ans auparavant. OK. Elle rentre l'aiguille, tire sur sa seringue, mais rien sort. Bof, tu sais, des fois, la seringue ou l'aiguille sont défectueuses, elle se dit, elle en essaie d'autres. Même chose. Puis l'infirmière aussi, là, elle trouve que la veine du docteur sur son biceps gauche est grosse, est vraiment grosse, comme beaucoup plus grosse qu'une veine normale. Oh my God, non. Abnormalement grosse. Elle trouve ça bizarre. Arc. Puis là, c'est le 3e prélèvement, là, c'est filmé. Bon, on voit l'infirmière, après que le docteur quitte, parce qu'elle a réussi finalement à tirer un peu de sang. Hein. Fait qu'on voit l'infirmière après que le docteur quitte, puis elle, comme, tu sais, elle fait une face de je sais pas. Elle dit, il y a quelque chose de bizarre avec le sang. Elle dit, c'est comme si le sang, il est pas frais. Dis-moi pas qu'il s'injecte du sang. Asti, man, c'est ça que j'aurais pensé, là. C'est là que je vais, là. Non. Elle dit, le seul temps que j'ai vu du sang de cette couleur-là, c'est quand le sang, il est vieux. Oh, Colin. Elle envoie immédiatement l'échantillon au laboratoire, mais le sang n'est pas utilisable et ne peut pas être analysé. Il est trop vieux. Il est trop vieux. Asti. La police informe Candy de l'échec du 3e test. Candy est en crise. C'est de la bullshit. Ouais. C'était votre dernière chance d'obtenir du sang de lui, puis vous l'avez fucké up, vous l'avez gâché. Quelle sorte, tu sais, comme quelle sorte de gang de compétents que vous êtes là. Ouais. Mais là, par exemple, il y a quelque chose sur le bord à Candy. La police est devenue suspicieuse du docteur. Ouais. Parce que même si l'ADN du baume à lèvres n'est pas admissible, ils savent très bien que c'est un match avec l'agresseur de Candy. Et que l'ADN sur le baume à lèvres, c'est sûrement celle du docteur. C'est ça. Right? Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qui l'agresseur de Candy? C'est-tu John Schneeberger?
Ou est-ce que Candy est réellement folle et essaie de ruiner la vie du docteur par jalousie? Non, mais c'est juste que là, je t'aurais pensé, comment tu fais pour t'injecter du vieux sang? C'est super gross. Partie 5. Ouais, c'est ça, Ah, OK, go. OK? Partie 5. Moi aussi. Moi aussi. Le MeToo? Non, bien avant le MeToo. Ouais, mais non, mais c'est parce que ça sonne comme MeToo. Comme il y a d'autres mondes qui se sont fait raper par lui, là. Le 25 avril 1997, donc quelques mois après le troisième test avec le vieux sang, Ouais. Lisa Dillman, l'épouse du docteur Schneeberger, était à la maison avec ses 4 enfants. Tu sais, je t'ai dit, elle avait déjà Elle en 2 avait filles 2, avant ouais. de marier John, mais elle en a eu 2 autres avec John par OK. ce temps-là. OK. John travaille ce soir-là et Lisa prépare le repas dans la cuisine. Sa plus vieille, là, sa fille de 15 ans, elle entre dans la cuisine. Lisa est heureuse parce qu'elle va passer du temps avec sa fille. Elle se dit « Hey, tu viens m'aider, ma chérie? » Mais une larme coule sur la joue de sa fille. Oh, ça va avec ton intro, ça, là. Lisa abandonne ce qu'elle faisait puis prend sa fille tout de suite dans ses bras. Oh my God. Là, attache ta tuque, Mireille. La jeune fille de 15 ans dit à sa mère « Maman, il l'a fait à moi aussi. Je savais. C'est ça, l'épicotement. » T'as tout compris. Oh, piece of shit. Lisa en croit pas ses oreilles. Évidemment, elle croit à chaque mot qui sort de la bouche de sa fille. Quelle mère douterait? Mais comment est-ce qu'elle, sa mère, aurait pu rien remarquer pendant tout ce temps-là? Tu sais, elle se sent coupable. Ouais. C'est-tu vraiment vrai? Puis là, sa fille lui montre un petit sachet de couleur argentée qu'elle sort de sa chambre. C'est un emballage de condom. Oh my God, non. Là, tu te souviens de l'introduction? Tu l'as déjà fait le lien? Là? Colon. Ouais. Il a resté ça là. Tu sais, la petite qui dort dans sa chambre au début, là, qui entend les pas rentrer dans sa chambre. 5 pas, puis après ça, il y a des picotements un sur ses picotement bras. sur son bras. Oh my God. Plusieurs fois dans le dernier 2 ans. Écœurant. John- 2 ans. John vient dans la nuit, dans la chambre de sa belle-fille, lui donne une injection de Versed et la viole. Mais Oui, après, elle avait 13 ans. oui. Mais après tellement d'injections, le corps de la fillette s'est habitué. Parce que le lendemain matin, elle se souvient de ce qui s'est passé. Elle voit tout comme si elle était spectatrice du cauchemar. Sauf qu'elle n'est pas une spectatrice, mais bel et bien la victime de nombreux viols. Non. Lisa pleure, Lisa crie, elle vide le garde-robe du linge à John, elle lance un peu partout, n'importe comment, dans les valises. Elle sac en feu. Ouais. C'est comme le Dirty John. Dirty John saison 2, ouais. Elle est dégoûtée par l'image de son mari au lit avec son enfant de 15 ans. Ah, c'est encore pire, ça. C'est pire que Penny Broadwick. Mais une des valises qu'elle sort, par exemple, semble très lourde. Comme si elle était déjà pleine. C'est bizarre. Non. Lisa ouvre la valise, puis dedans, Des échantillons de sang. elle trouve des seringues, des substances liquides dans des flacons de verre et Non. plein de condoms. Oh my God. C'est comme le kit à John, là, tu sais. Ouais. C'est là qu'il cache ses affaires. Lisa, elle sait oui. qu'est-ce qu'elle vient de découvrir. Sa fille dit la vérité. Et puis, Candy aussi, sans doute, disait la vérité. Elle laisse tout ça là, puis elle appelle la police. God, good for you, Lisa. Le même soir, pendant qu'il était encore à son corps de travail à l'hôpital, John Schneeberger est arrêté par la Yes! police de Kipling. Let's go. On obtient un mandat pour obtenir des échantillons pour un 4e test d'ADN. Cette fois-là, on laisse rien à la chance et on prélève plusieurs échantillons différents. À On sait- différents endroits. Ouais, on ne sait pas comment il a falsifié les 3 premiers tests. Fait que la police veut être sûre de son coup. Il prélève du sang des doigts du docteur, même Yes. si ça va laisser des petites marques. Pour hein. Puis on prend de la salive puis des cheveux. There you go. Les résultats arrivent quelques heures plus tard. Les policiers contactent Candy immédiatement. Elle n'avait pas menti. Elle n'avait rien imaginé. L'ADN de tous les échantillons du docteur Schneeberger, son sang, sa salive, ses cheveux, correspond sans aucun doute à l'ADN du sperme trouvé Oui, 5 ans auparavant sur 5 Candy. ans. Pauvre elle. Candy a finalement la preuve qu'elle voulait depuis les 5 dernières années. Elle se dit, c'est à peu près temps. Sinon, je lui aurais sacré un coup de poing d'en face pour obtenir un autre échantillon de sang. Je l'aime, Candy. Elle a beaucoup de commentaires citables dans l'épisode. C'est le fun. Elle fait bien.
John Schneeberger est accusé d'agression sexuelle envers une mineure qui, Chris d'écœurant, avait juste 13 ans quand ça a commencé, qui était sa propre fille. Oui. Il est accusé d'agression sexuelle envers Candy et accusé d'avoir administré une substance stupéfiante et d'avoir falsifié ses tests d'ADN. Mais là, la question que tout le monde se pose, oui. Comment est-ce que le docteur a falsifié les 3 premiers tests? Les 2 derniers ont été faits devant la police. Ouais, mais... Il y a du monde qui watchait. S'il savait, hein, avant, hein? C'est ça, là. Partie 6. Bye bye, John. À son procès, en novembre 1999, qui est un procès sans jury, la couronne tente de prouver que... Puis attache ta tuque, Mireille, il y en a beaucoup dans cet épisode-là. Ouais. Un autre. La couronne tente de prouver que John Schneeberger s'est chirurgicalement inséré un tube Penrose sous la peau de son biceps gauche pour y mettre le sang d'une autre personne. OK, oui, parce que comme tu peux pas juste te mettre du sang, de t'injecter du sang juste comme ça fait pas de sens. Non, faut pas qu'il se mélange. C'est ça, c'est pour ça que sa veine est plus grosse. C'est ça. Il s'est installé comme un tube spécial là, dans son bras. Là. Ouais. C'est donc bien écœurant. Arc. Lisa Dillman témoigne qu'en août 1993, le même mois que la police tentait d'obtenir un 2e échantillon de sang, elle avait vu John avec une serviette pleine de sang alentour du bras gauche. Oh my God! Il y avait une coupure latérale sur son biceps. Ah! Puis il avait expliqué à son épouse qu'il s'était coupé sur de la vitre dans le garage. En 1996, au temps du 3e échantillon de sang falsifié, elle avait remarqué une blessure de la grosseur d'un Saint-Saëns, encore sur son biceps gauche. Oh, je me sens pas bien. Tous les liens se font ensemble. Ça fait cœur! Pour toutes les drogues que Schneeberger utilisait sur sa belle-fille, la couronne montre une prescription que Schneeberger avait écrite pour son épouse pour un mal de dos. Il lui avait prescrit du Versed et de la morphine. Lisa dit, elle avait reçu la morphine, mais jamais le Versed. Puis John, dans son rôle à l'hôpital, commandait des quantités anormales de Versed, beaucoup plus que d'autres hôpitaux de grosseur similaire. Ah, il m'écoeure, c'est... Schneeberger, lui, il nie avoir drogué et violé Candy, et il nie avoir drogué et violé sa belle-fille de 13 ans. C'est certain, hein? C'est lui la victime, il dit. Victime d'accusations fausses. La défense tente de montrer que Candy était infatuée par le docteur et font témoigner des gens à qui Candy aurait dit des choses comme « Le docteur, c'est une bonne personne, puis en fait tellement pour la communauté et qu'elle le trouvait beau. » Voyelle. Ouais. En contre-interrogatoire, la couronne demande aux témoins « Puis vous n'avez jamais dit qu'une personne du sexe opposé était belle? Ouais. Comme tu as le droit de dire que quelqu'un est beau sans être obsédé. » là. Mais ça n'a même pas rapport. Non, c'est dumb. Puis comme... C'est n'importe quoi. Là. Pour sa belle-fille, la défense essaie de faire croire qu'elle n'aimait pas son beau-père et qu'elle serait fiée sur les prétendues rumeurs de viol de Candy pour noircir son beau-père. Ça doit, oui. C'est n'importe quoi. Sure. C'est pour ça qu'il y avait des cordons dans sa chambre. Ah oui. Elle dit, je vais faire pareil comme l'autre, je vais l'accuser moi aussi. Oui. L'explication de la défense, c'est que Candy aurait entré chez les Schneeberger par effraction, aurait fouillé dans les poubelles, trouvé un condom usagé et aurait contaminé ses petites culottes avec son sperme pour falsifier son rape kit. Oh! Oh my God! Comme tabarnak. Sure! Hey. OK. Vous allez chercher loin en maudit. Ça fait du sens. Oui. Puis là, John, il dit, en sachant, comme il dit ça comme si c'était un fait, là, en sachant qu'elle était entrée chez nous, je savais que je devais falsifier mes tests de sang. Faut que je précise, là, il y a absolument aucune preuve que Candy est entrée chez les Schneeberger. C'est tout inventé. Là. C'est entièrement une hypothèse de la défense, aucunement supportée par les preuves matérielles. Schneeberger, il dit, il était obligé de s'injecter du sang parce que c'est la seule manière qu'il pouvait se défendre. Il admet de savoir insérer un tube Penrose de 15 cm dans son bras gauche et d'y avoir injecté le sang d'un de ses patients.
Oh my God. Schneeberger dit j'avais aucun autre choix que d'injecter du sang à une autre personne parce qu'il n'y avait aucune autre façon de me défendre contre les accusations fausses de Candy. J'ai des frissons, ça m'écoeure tellement. Et pour expliquer les drogues qu'il gardait chez lui, il y avait sa valise, ben, oui, son rape kit. Son kit à lui, là. Il dit qu'il était dépressif puis il planifiait de se suicider avec une overdose de Versed. Oh my God! N'importe quoi! Tu sais, grosso modo, là, les explications du docteur, c'est de la merde. C'est comme... Comme c'est à en rire, la force que c'est ridicule. Je vais m'injecter pour pas faire de la prison, mais en même temps, je veux mourir. Ça fait pas de sens, ton affaire. La couronne, elle a comme à peu près la même réaction que toi. Elle dit que le témoignage du docteur Schneeberger, ben, c'est complètement ridicule. Ça n'a pas de bon sens. C'est même pas croyable. C'est même pas plausible. Non, c'est ridicule. Ah oui, comme elle va chez vous, elle fouille dans les poubelles, elle trouve un condom. Hey, comme fuck. Hey. Après 3 semaines. Parce que c'est un procès sans jury, right? Fait qu'après 3 semaines. Il perd sa femme, là. Ah oui, elle l'a laissé le premier soir. C'est ça, le drette là, il n'y a même plus elle sur son bord. Puis... Mais non, Chris, il a violé sa fille. Non, ça je dis, là, il y a tout contre lui, là, comme allumé. Là. Après 3 semaines, le juge déclare Schneeberger coupable d'agression envers Candy et sa belle-fille. Good. Et d'entrave à la justice pour la falsification des tests sanguins. Et d'avoir administré une substance stupéfiante à Candy. Par exemple, il est acquitté d'avoir drogué sa belle-fille parce que il n'y a pas vraiment de preuves qu'il a fait ça, même si c'est évident, right? Oh, shit. Mais malgré ça, Lisa et sa fille sont satisfaites du verdict de culpabilité pour Candy et pour elle-même. On entend des cris de satisfaction dans le cour, des gros « yes » quand le verdict est prononcé. D'autres disent « bye bye, John ». Yay! Candy dit que c'est une très belle journée. Ça fait 7 ans que j'attends pour la justice. Ouais. J'espère qu'il pourrisse en prison. C'est ça qu'il mérite, a dit. Ben oui. L'avocat de la couronne dit que Candy mérite beaucoup de reconnaissance pour son courage, sa persévérance et sa détermination qu'elle a fait preuve pendant plusieurs années. Oui. Pratiquement personne ne croyait Candy, mais elle avait raison. C'est ça. Elle n'a jamais lâché pour faire connaître la vérité. En entrevue, là, qui est disponible sur YouTube là, dans l'épisode de Forensic Files, Candy a dit, puis là j'ai traduit évidemment, a dit « À la barre des témoins, j'étais un vrai bulldog. J'ai démoli son avocat. » Tu sais, lui, il était supposé d'être le meilleur avocat de défense de la Saskatchewan, mais wow, je lui ai montré que c'était moi qui étais en charge. Comme il est fantastique, c'est drôle. Là. Je vais voir. John Schneeberger est condamné à 6 ans de prison pour les 2 viols. C'est pas assez. Juste ça? Non. C'est moins longtemps C'est de la merde. que le 7 ans que Candy a attendu pour sa justice. Exactement, oui! Right? Mais que veux-tu? Tu sais, c'est fucking bizarre que les agressions sexuelles sont souvent pas punies sévèrement au Canada. Oui. Puis en plus, une des victimes, c'était une enfant. Ben, c'est ça. C'était sa propre belle-fille. C'est un pédophile. Schneeberger, c'est un pédophile. Oui. Puis moi, les pédophiles, ben, je les attacherais après un arbre dans le bois, puis je laisserais la nature s'en occuper. Oui. Pas compliqué. Fait que c'était mon cas au sujet de... Ah non, c'est pas fini. C'est pas fini. Non! C'est plein de pas fini. Colin, oui. Le drame n'est pas fini. Non, come on. Partie 7. Non. Les visites. Les visites. Schneeberger essaie d'aller en appel. Mais ça marche pas, c'est refusé. OK, good. Comme c'est très, très, très clairement lui l'agresseur, right? Puis il n'y a pas eu d'erreur dans le procès, blablabla, tout était bien fait. Mais là, oublie pas, John avait 2 filles avec Lisa Dillman. Oui. En plus des 2 filles qu'elle avait déjà quand ils se sont mariés. Oui. Ces 2 filles avaient moins de 2 ans quand Lisa l'a quitté. OK. Après qu'elle a découvert que son mari, c'était un asti de pédophile écœurant. Oui. Mais John, en prison, il veut voir ses 2 filles. Non. Devrait pas avoir droit. Mais Lisa, comme n'importe quelle bonne mère, refuse carrément que ses enfants soient en contact avec un asti de pédophile écœurant qui a abusé de sa propre fille. Oui. Lisa assume que les droits de visitation de son ex-mari sont non existants Exactement. pendant son incarcération. Ben, pour toujours. Comme que je pense que tout le monde assumerait, right? Absolument. Mais Lisa a tort, apparemment. Hein? Elle reçoit une amende de 2000 $ pour avoir manqué une visite. Non. Non. Non, René.
John ne prend pas non pour réponse. Non, moi, je prends non pour réponse. Il veut voir ses 2 filles. Il n'a pas fini d'être un Christ d'écœurant. Mais voyons donc, il y a pas... Y a-tu un registry, là? Tu sais, il faut qu'il soit enregistré comme pédophile, là? Comme... Je sais pas si ça existait comme en 99. c'est pas pédophile, mais... Comme le Registered Sex Offender, sex quelque chose de offender, même. Ouais. oui, c'est ça. Mais c'est peut-être américain, si on entend souvent ça aux... Oui, mais ça Ouais. devrait exister, je m'excuse, Clairement, mais comme... Si quelqu'un le connaît, laissez-nous des commentaires Ouais, sur tu Facebook. devrais savoir. Là. Tu devrais pas avoir droit à être proche de aucun enfant, même si c'est ses enfants. Sorry. Arc. Fac, l'affaire se rend en cours familial. Puis, attache ta tuque, encore une fois, Mireille. Il y en a beaucoup dans cet épisode-là, je t'avertis. Il n'y a même plus de truc, là. En mars 2001, Trop attaché. un juge ordonne à Lisa Dillman Non. d'emporter ses 2 filles C'est quoi l'affaire? visiter leur père pédophile en prison une fois par mois. What the fuck? Ça... Lisa, elle n'en revient pas. Non, Pareil comme toi, là, tu sais. Pareil comme n'importe qui avec une tête et ses épaules. c'est ça. Elle refuse de signer les formulaires qui permettraient aux gardes de prison de fouiller ses filles. Ouais. Parce que son raisonnement, c'est que le personnel de la prison ne pourront pas les laisser rentrer si elles ne sont pas fouillées avant d'entrer. Smart. Ouais. C'est une bonne tactique. C'est une Ouais. bonne tactique, je pense. Ouais. La dernière fois que les 2 jeunes filles ont vu leur père, c'est le 13 octobre 1999. Mais rappelle-toi, ça fait depuis 1996 que Lisa a quitté John. Tu sais, elle l'a quitté le Ouais. soir qu'elle l'a su. Là. Oui. Les petites filles ont maintenant 5 et 6 ans. Lisa se demande pourquoi que les petites devraient être forcées à aller visiter un homme qu'elles ne connaissent pas. C'est ça. Même le personnel de la prison supporte Lisa. Ils disent n'avoir jamais vu un autre cas de visite forcée semblable. Avant que la journée de la visite forcée arrive, Lisa reçoit un appel. Elle ne sera pas obligée d'emporter ses 2 filles à la prison. C'est la demande de John Schneeberger. Il demande que ses 2 filles soient vues par un psychologue avant qu'une visite ait lieu. Hein? Lisa est soulagée, mais c'est juste un délai temporaire. Là. Ouais. Elle dit que les filles ne dorment pas bien du tout depuis qu'elles ont appris qu'elles devront aller à la prison. Ben, c'est ça. C'est épeurant, une prison Ben pour des oui, petites puis filles. pourquoi il faut qu'ils savent que leur père est en prison? Ouais. Puis il faut. Ils l'ont jamais connu. En plus, ouais. Fait que ça délaie la visite pour 1 mois. Tu te rappelles, elle est obligée de les Ouais. apporter une fois par mois. Le mois prochain, fait qu'en avril 2001, John renonce à sa visite encore une fois. Oh. Il donne la même raison, que les filles soient vues par un psychologue. Bon, pourquoi? C'est quoi le raisonnement? Comme il veut que les filles soient évaluées, voir comme ça va-tu les affecter, de venir à la prison, puis tout ça. Je comprends pas trop les actions de John ici. Comme, tu sais, d'un côté, il s'est battu en cours pour avoir ses ben, visites. C'est ça. Puis de l'autre côté, il renonce aux visites. Ouais, c'est ça, il veut même pas. Ouais. Je comprends pas. L'affaire attire l'attention des médias et des politiciens de la région. Tous sont outrés par le jugement qui force les fillettes à visiter un pédophile. Oui. En mai 2001, Lisa tente de convaincre un juge de renverser l'ordonnance de visitation. Elle dit qu'une travailleuse sociale montrait une photo de John à ma fillette de 5 ans pour la préparer pour sa visite. Puis la petite fille, elle savait même pas c'était qui sa Ben photo. non, c'est sûr. Ben oui. Le fait qu'il pourrait les toucher et les tenir dans ses bras, c'est difficile pour Lisa d'accepter Ben ça. oui. Mais le juge James Foster, lui, malheureusement, trouve aucune raison légale d'empêcher les filles de visiter leur père. Come on. Il dit que la visite à la prison ne pose aucun risque pour les filles. OK, mais oui, psychologiquement, puis c'est un risque, puis c'est un pédophile. Je sais, comme moi tout, je suis en crise, c'est ça que j'écris. Je Moi, comprends pas. je suis en crise. Comme, OK, oui, le juge a techniquement raison que les filles ne sont pas en danger physique pendant la visite. Mais c'est pas ça le point. Il y a un risque. Il y a un fucking right, il y a un risque. Il y a un énorme risque de leur faire peur et de les traumatiser. Fuck you, James Foster. C'est un pédophile. C'est un pédophile. Pourquoi tu amènerais des enfants voir un pédophile? Ils ont même pas le droit d'être proches d'une cour d'école. Pourquoi ils auraient le droit de voir les petites et de donner une caresse? Ça fait... Non. Puis on s'entend-tu qu'il est juste là pour 6 ans, là, en prison? Un moment donné, il va sortir, là. Ouais. Puis d'habitude, tu sors après 2 tiers, mais Ben, c'est ça. C'est quoi? 4 ans. Même pas? Foster, là, en plus d'être le juge James Foster,
En plus d'être un esti de sans cœur, Ouais. ben, il réprimande Lisa Dillman et son avocat aussi pour ne pas avoir réglé le problème de visitation plus tôt en mars et d'avoir attendu à la dernière minute jusqu'en mai. Attends, là. Il est contre Lisa? Ben, c'est qu'il dit... Basically, il dit, oui, il faut t'amener tes filles, puis en plus de ça, pourquoi t'attends la dernière minute comme vous perdez mon temps, là, tu sais? Le juge, il est fantasque À avec eux cause- autres, là. Ouais. Que c'est un kill de colon? Ben oui. Oh my gosh. Ton sang bouille-tu, Mireille? Mais je devrais m'injecter. Si. Du sang plus calme. C'est les droits acquis qui prennent précédence ici, là. Ça me semble abondamment évident et moralement juste que les droits des petites filles de 5 ans et de 6 ans devraient prendre précédence à ceux d'un pédophile. Ouais, elle a besoin d'un avocat pour enfants, là. C'est l'exemple parfait du système de justice criminelle qui favorise les droits du coupable par-dessus ceux des victimes. Ça arrive souvent, hein? Mhm. Quand elles seront des adultes, si elles veulent voir leur père, elles le décideront pour eux-mêmes. Ouais. Personne, pas personne, même incluant le juge Foster, devrait pouvoir les forcer à visiter un pédophile. Non. Même si c'est leur père. Il a perdu ce droit-là d'être leur père. Absolument. Fait que le 27 mai 2001, forcée par la cour à le faire, Lisa Dillman emporte ses 2 jeunes filles, 5 ans et 6 ans, Non. à la prison Non. où leur père pédophile est incarcéré. No. Arrivées là, elles sont accueillies par une centaine de manifestants supportant la cause de Lisa et des 2 filles. Les fillettes ont peur, Mais, certain. mais Lisa leur explique que les manifestants sont leurs amis. Ils sont là pour eux. Une travailleuse sociale les accompagne à l'intérieur pour superviser la visite. Ouais. Aussitôt entrées dans la salle commune de visite de la prison, les fillettes éclatent en sanglots. Oh. Pauvre enfant, on Oui. s'attendait-tu vraiment à autre chose que ça? Oh. C'était extrêmement prévisible. Mais là, on a une héroïne sur place. La travailleuse sociale Ouais. qui accompagne les 2 filles, Yes. en les voyant clairement bouleversées, annule immédiatement la visite Tourne de bord. et sort aussitôt de la prison avec les fillettes, les retournant à leur mère. J'ai aucune idée du nom de cette madame-là, je ne l'ai pas trouvée, OK. mais maudit que je l'aime. Ah, bien fait. Des opportunités de faire réellement une bonne action comme ça, là, ça arrive pas souvent. Puis elle a choisi la bonne action. Ouais. La travailleuse sociale n'a pas hésité pour un instant à faire de qu'est-ce qui était bon pour les filles. Ça, là, dans mon livre, c'est une vraie héroïne. Ouais. Bravo, madame. Probablement que tu n'écouteras jamais mon podcast, mais bravo. Fait que quelques jours après ça, l'avocat de John Schneeberger publie une lettre disant que son client renonce entièrement aux visites avec ses filles tant et autant qu'il est incarcéré. Finalement. Je pensais que tu étais me dire que ça avait suicidé en prison. Mais là, Lisa, là, comme Candy, n'a pas fini de se battre. Good. Tu te rappelles, au commencement, je t'ai dit que John Schneeberger était originaire de la Zambie? Oh, déportation! John a reçu sa citoyenneté canadienne en 1993, avant qu'il soit accusé d'un crime. Mais c'est un peu une technicalité, ça, hein? Parce que Candy a été à la police en 1992, avant qu'il soit un citoyen. Oh, Ses premiers crimes ont été commis en 1992. avant. En juin 2001, Lisa emporte sa cause à Immigration Canada Elle a trouvé un loophole. et ils confirment qu'ils vont examiner le dossier du pédophile Schneeberger. Eh oui. 2 ans plus tard, en avril 2003, Schneeberger est transféré dans une prison à sécurité minimum. Et, comme un Christ d'épée, il renouvelle ses attentats de voir ses filles. Oh, voyons, il venait juste de dire tant et aussi longtemps qu'il était en prison. Oui, mais ça voulait dire tant et aussi longtemps qu'il était à la prison comme à sécurité médium. C'est pas ça qu'il Ouais. avait dit, là. Oui, mais c'est un esti d'écœurant, là. Ah. Les 2 filles ne connaissent pas leur père pantoute. Elles n'ont aucun souvenir de lui. Et ont maintenant 7 ans et 8 ans. Ils demandent pour une visite de 8 heures une fois par mois. Et 8 heures? Ouais. Et demandent aussi, une fois qu'il sera libéré, d'avoir ses filles chaque 2e dimanche pendant 8 heures. Non. Comme Carlis t'a drogué et violé leur grande sœur à plusieurs reprises. Non. Crise de merde. Non. Efface. Non. Asti qui m'enrage. Non. Ah.
t'as pas le droit d'avoir t'as pas de visite, t'as pas... Non! Plus tard, le même mois, en avril 2003, Schneeberger est refusé la libération conditionnelle de jour. Good. L'incapacité de Schneeberger à accepter l'entière responsabilité de ses fantasmes pédophiles l'a fait échouer sa tentative d'obtenir une libération conditionnelle de jour, a déclaré la Commission nationale des libérations conditionnelles. Schneeberger, il joue encore la victime. Il tente de faire croire que c'était lui le pauvre docteur qui a manqué de jugement une fois avec une patiente. Une fois! Et n'accepte pas du tout la responsabilité qui est un pédophile écœurant qui a abusé de sa propre fille pendant 2 ans. Une semaine après, Lisa reçoit des bonnes nouvelles d'Immigration Canada. Ils disent que John aurait menti sur son application de citoyenneté canadienne. Hein? Spécifiquement, il aurait répondu non à la question « Faites-vous l'objet d'une enquête criminelle? » Oh, goody! Alors que clairement, en 1992, il était enquêté et falsifiait les tests de sang dans l'enquête d'agression sexuelle de Candy. De plus, Immigration Canada dit que si John n'avait pas falsifié ses tests d'ADN, il aurait sûrement fait face à des accusations de viol avant d'être citoyen. Ben oui. Right? C'est clair, là. L'ADN a montré qu'il était un violeur. Ah, fait que c'est des bonnes nouvelles pour Lisa. Oui. En novembre 2003, on se prépare à libérer Schneeberger, qui a purgé les 2/3 de sa peine. 4 ans des 6 ans de sa sentence. Ah, c'est ça que tu disais tantôt, c'était 4 ans. Ouais. Ouais. D'habitude, c'est ça, là, 2/3. Ah ben... Bouh! Au moins, par exemple, un juge le défend d'entrer en contact avec ses victimes ni ses enfants. Ah, good, OK, finalement. Finalement, un juge qui fait du sens. Ouais. À fin novembre 2003, le pédophile John Schneeberger est un homme libre. Il sort de la prison et tente de s'établir à Regina. Mais ça ne durera pas longtemps. J'aime ça parce que tu dis tente de s'établir. Une semaine après, sa citoyenneté canadienne lui est officiellement enlevée. Yes! John Schneeberger devient donc un résident permanent et en tant que résident permanent, tu fais face à l'expulsion du Canada si tu commets un crime grave. Au cours des prochains mois, John se bat contre Immigration Canada. Il essaie de se rendre jusqu'à la Cour suprême pour empêcher son expulsion, mais le plus haut tribunal du pays refuse d'entendre sa cause. Le 21 juin 2004, tu sais, c'est quand même, il est sorti en novembre, ça prend jusqu'à juin. Le pédophile John Schneeberger est officiellement expulsé du Canada. Ah, yes! Quelques jours plus tard, on ne sait pas exactement quand, j'ai pas trouvé, il prend l'avion pour l'Afrique du Sud, là où il avait fait ses études médicales, n'ayant plus jamais le droit de mettre les pieds au Canada. Good. J'ose dire que Candy, Lisa et ses filles sont un peu chanceuses d'une façon parce qu'elles savent qu'elles ne croiseront jamais leur agresseur dans les rues du Canada. Yay! Ding dong, the bitch is gone. Bye bye, John. Ouais, bye bye, John. Je finis sur une parole de Lisa Dillman. Je suis ravi. C'est un tel soulagement de savoir qu'il est parti. C'est un énorme poids qui s'en va, qui vient tout juste d'être levé. J'ai tellement hâte de tourner ce dernier chapitre et de refermer ce livre pour toujours. Good. C'était mon cas au sujet du écœurant pédophile John Schneeberger. Dirty John. Ah, et Dirty John, c'est un autre Dirty John. Ouais. Puis ça finit bien parce que décalisse va-t'en à un autre continent. Ping! J'ai comme une petite image, là, tu sais, un genre de un gif, là, où c'est qui te donne un coup de pied, là. Piou! Let's go, bye-bye. Tu sais, qu'est-ce qui est le fun de ça, c'est que parce que... Non, pas parce qu'il est le fun. Qu'est-ce qui est... rien de fun. Qu'est-ce qui était comme surprenant en lisant l'histoire? C'est parce que j'ai, en plus de l'épisode de Forensic Files, oui, qui finit avec... John est encore en prison. Ça a sorti comme en 2003, là, ça là. Ah, OK, toi, t'as vu un update après, là. Non, c'est que dans les journaux, oui, ça révèle tout ce qui est arrivé avec les visites de prison, puis Immigration Canada, puis tout. Ouais. Mais parce qu'une de ses victimes est une mineure, dans les journaux, c'est pas révélé pendant plusieurs années que c'était sa fille. Non? Non. Ah! Tu sais, jusqu'à temps qu'elle soit plus vieille. Qu'elle soit assez vieille ou que Lisa dise c'est correct, on va le publier, là, ouais. Wow! Uh-huh.
C'est vrai, parce que souvent, ils disent on dit rien pour protéger les victimes, right? Oui. Comme pendant longtemps, Candy n'est pas nommée. Après ça, finalement, elle l'est. Puis pendant longtemps, ça fait juste dire que John a abusé d'une mineure qui était également une de ses patientes. Mais est-ce que ça doit être quand même assez obvious d'une façon, vu que Lisa, elle est en cours, puis elle l'a laissé. Ben, c'était peut-être évident comme pour les gens de la région qui le connaissaient. Ah, ouais, parce que là, comme tout ce temps-là, elle me protégeait hein, quand c'était avec Candy. Mais vraiment, pendant le procès, là, elle aurait pu le laisser pareil après parce que là, c'était évident que c'est lui qui l'avait fait, là. Quand il s'injectait, puis ah ouais, là. Oui, comme Lisa, elle l'a laissé aussitôt que sa fille lui a dit ce qui est arrivé. Oui, moi, je veux dire, elle aurait pu le laisser avant, là. Aurait pu, oui, Ouais. mais comme, tu sais, là, je la blâme pas parce que tu te mets dans ses souliers, tu sais, les tests reviennent négatifs, comme c'est pas lui, right? Elle n'en sait pas plus que ça. Ouais, mais là, ouais. Right, je pense pas qu'elle a rien fait de mal. Non, je dis pas qu'elle a fait quelque chose de mal, c'est juste. Je sais pas. Je sais pas, celui-là, il était vraiment comme. C'est rock'n'roll. D'un bord puis l'autre, là. Uh-huh. Ouais. Comme pauvre Candy, elle doit avoir dit Chris, je suis pas folle. Elle s'est fait ridiculiser. Mais je suis contente qu'elle n'ait pas lâché. Ouais, je vous invite à chercher pour John Schneeberger sur YouTube. Là, vous allez trouver l'épisode. Comment t'écris ça, Schneeberger? S-C-H-N-I? C'est quoi? Fait qu'en Afrique du Sud, puis comme en Zambie, puis tout ça, ils ont comme des racines des Pays-Bas puis de l'Allemagne. OK. Fait que Schnee, Ouais. c'est S-C-H-N-E-E, ça veut dire neige. S-C-H-N-E-E? Oui. Ah, OK. Ça veut dire neige, puis Berg, c'est comme montagne. Fait que ça veut Takamwe, ça veut dire comme montagne de neige, son dernier nom. Là. OK. Je pense. C'est ça que mes 4 ans sur Duolingo me disent. OK. Schneeberger. OK. Mais les autres, ils disent Schnee. Schneeberger? Tu dirais Schnee. Schneeberger? OK. En tout cas, c'est bon ton cas? Merci. J'avais jamais entendu à propos de ce cas-là. Puis j'aurais pu rajouter plein d'autres choses aussi, comme il y a toute une saga là-dedans que Lisa essaye de faire changer la loi du divorce. Ah, OK. Pour pouvoir empêcher à des abuseurs de ne pas voir leurs enfants, right? Comme ça a été. Ben, Comme il y a eu ça s'appelle Lisa's Law. Comme puis j'ai pas fait assez de recherches dans ce bout-là là, pour voir si la loi elle a changé comme qu'elle le demandait. Là. Ça ferait juste du sens. Ben oui. C'est du common sense. T'es un pédophile, t'as pas d'affaire à être proche d'aucun enfant, même si c'est les tiens. Absolument. Point final. C'est d'accord. C'est ça que j'ai dit, là. Oui. Ben, comme je dis tout à l'heure, t'attaches ça après un arbre puis tu laisses la nature s'occuper de ça. Je sais, mais avec la loi, là, il tape ses doigts puis that's about it. Hein? Ouais, parce que lui, ils sont 4 ans pour 2 ans de viol de sa petite puis d'avoir violé une patiente. En plus, là, comme... Ouais, mais c'est qu'ils n'ont pas été capables de prouver qu'il a injecté la petite. Ils ont trouvé une grosse valise, là. Ouais. Lisa a trouvé une grosse valise avec plein de choses, là. Ouais. C'est pour ça qu'il disait je planifiais de me suicider. C'est pour ça qu'il a dit ça. Ouais. Je vais me suicider, mais je mets des condoms. Ouais. Il y a des condoms dans la valise, là. Allume. Ah, je sais. Toutes les explications Franchement. Toutes les explications étaient ridicules. Je vais me suicider. Ben oui. Le chien a mangé mes devoirs. Ça veut dire ça. C'est pas mal ça, oui. Qui est plus plausible. Oui. Parce que j'ai déjà vu des chiens manger toutes sortes d'affaires. C'est très plausible, ça. Comme une femme qui entre par effraction dans une maison, puis qui vole un condom, puis qui se contamine du linge pour essayer de dire que quelqu'un l'a violé, ça, c'est pas plausible, pas tout. Non. Oh là là. En tout cas, ton cas, là, c'était pas un cas que, comme, que j'ai pas pleuré, mais la petite, ça m'a fait de quoi aussi, là. Comme Candy, c'était triste, là, don't get me wrong, mais la petite, tabarnouche. Bon. Enough with the dirty John. C'est ça. Fait que venez jaser avec nous sur les médias sociaux. On est sur la piste du crime, sur Facebook et Instagram. Pour du contenu supplémentaire, visitez notre Patreon. Abonnez-vous au podcast sur Spotify, Apple et YouTube pour avoir une notification quand on sort un nouvel épisode.
Si vous n'avez rien d'autre à faire, ben allez écouter du Ars Moriendi parce que Ah ben oui. on va faire sa première partie en Abitibi le 17 et le 18 avril. Si vous êtes dans le coin, Ouais, oui. si vous venez du coin, ben achetez-vous des billets puis venez nous rencontrer après le show. Ça va Ouais, nous faire un oui. plaisir de vous jaser ça. Venez nous voir. Puis entre-temps, ben donnez-nous 5 étoiles. OK, oui. Yes. Bye. Bye.